Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver donc, pour le rendez-vous mensuel de la SAFER Occitanie Parlons Foncier et le Direct. Donc, je m'appelle Philippe Abran et j'ai le plaisir d'animer donc, ce nouveau webinaire consacré ce mois-ci à la question de la transmission ou de l'acquisition d'un bien avec donc, un enjeu lié à l'eau. Alors, acheter ou transmettre un bien est en soi une opération qui nécessite de multiples précautions afin d'éviter toute mauvaise surprise, et cela d'autant plus qu'elle comporte, vous allez le voir, donc, des enjeux liés à l'eau, qu'il s'agit d'ailleurs de prélèvement d'eau potable ou d'eau à usage agricole. Donc, à travers deux témoignages d'agriculteurs qui ont été confrontés à ce type de problématique et le regard éclairé d'un expert, nous avons tenté donc, de nous apporter donc, un éclairage sur la bonne façon d'appréhender ces situations et d'en minimiser les risques en répondant donc aux questions suivantes. Comment est-ce que la SAFER participe de la sécurisation juridique des opérations foncières concernées? Qu'il s'agisse de prélèvement d'eau potable ou d'eau à usage agricole, quelles sont les procédures d'autorisation administrative à prendre en compte? Et enfin, donc, comment faciliter vos démarches grâce donc, à l'accompagnement et l'expertise technique de la SAFER Occitanie. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir donc, Patrice Bouden, Lionel Mercier et Bernard Salle, donc notre agriculteur qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre. Il a eu un petit retard à l'allumage. Patrice Bouden, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Surias, donc en Ariège. Vous êtes pluriactif puisqu'enseignant par ailleurs. Et vous avez développé, vous allez nous en parler, en plus de votre production agricole, donc une activité liée à la chasse. Donc ravi de vous accueillir. Bernard Salle donc, devrait nous rejoindre. Lionel Mercier, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes attaché régional eau et travaux donc au sein de la SAFER Occitanie. On va dire que vous êtes l'expert référent sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et je précise d'ailleurs que vous avez accompagné donc Patrice Bouden et Bernard Salle dans leur démarche d'acquisition respective. Ravi de vous accueillir également. Alors, vous pourrez, je rappelle à nos internautes que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le chat qui est situé donc à la droite de votre écran. Et à la fin du webinaire, si vous en avez le temps, on vous en remercie par avance. Vous pourrez remplir donc une enquête de satisfaction qui vous sera proposée. Patrice Bouden, donc en attendant votre collègue Bernard Salle, vous avez tous deux d'ailleurs acheté un foncier par l'intermédiaire donc de la SAFER Occitanie et vous avez été donc l'un et l'autre confrontés pour des raisons différentes, on va le voir, donc à des enjeux liés. Je crois que Bernard Salle. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Salle. Vous voyez, j'ai terminé juste les présentations. Merci de nous rejoindre. Juste pour vous présenter, donc vous êtes aujourd'hui viticulteur, co-gérant du domaine de Lusso à Puisserguier dans l'Hérault, après avoir exercé donc des fonctions de cadre dirigeant dans le domaine du bâtiment. Je précise également que vous développez sur le domaine donc une activité œnotouristique. On verra que ça a toute son importance par rapport à la problématique et aux enjeux liés à l'eau. Alors, j'étais en train de rappeler que vous avez tous deux, comme Patrice Bouden, donc acheté un foncier par l'intermédiaire de la SAFER Occitanie, et vous avez été l'un et l'autre confrontés, donc pour des raisons différentes, à des enjeux liés à l'eau. Est-ce que vous pouvez tour à tour, en commençant peut-être par Patrice Bouden, nous rappeler la nature de votre projet et puis surtout le contexte dans lequel ces opérations foncières ont été réalisées? Patrice Bouden. Oui, donc en 2019, nous avons décidé donc de faire l'acquisition d'un bien, ce bien qui est quand même un peu particulier puisque c'est une propriété de 70 hectares divisée donc en deux parties de 60 hectares et une dizaine d'hectares pour l'autre. Donc ce sont en fait deux enclos cynégétiques, c'est-à-dire que en fait je pratique l'entraînement des chiens courants donc à l'intérieur donc de ces enclos cynégétiques. Et lorsque nous avons voulu faire l'acquisition de ce bien, nous avons sollicité donc la DDT pour voir donc si ces enclos cynégétiques étaient bien en conformité au niveau des clôtures, et ce qui s'est révélé négatif. Donc nous avons fait un ensemble de travaux pour que cela devienne réglementaire. Et ensuite, donc, lors de la visite de conformité, la DDT et l'OFB, et en présence de la police de l'eau, donc, sont venus inspecter donc, ces deux enclos. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on nous a signalé que
l'étang, donc qui a une surface de 1,3 hectares, n'avait pas été déclaré. Donc moi, je voulais pas m'engager donc dans l'achat de cette propriété tant que cette problématique n'était pas solutionnée. Et c'est là que la SAFER était revenue à nos côtés, donc pour justement faire la déclaration de cet étang. Alors au départ, la police de l'eau nous avait indiqué que avec un simple CERFA et quelques calculs, on pouvait faire cette déclaration. Mais lorsque nous avons eu la visite, nous avons rencontré le directeur de la DDT. Malheureusement, c'était plus un simple CERFA à remplir, mais vraiment un dossier à monter, comme si on avait en fait construit donc cette retenue d'eau. Et c'est là que la SAFER nous a énormément aidé et appuyé et dans l'élaboration donc de ce dossier. Et ce qui nous a permis donc d'avoir l'autorisation de cette retenue. Mais je tiens à préciser, donc on a obtenu cette autorisation, mais pas dans un cadre d'irrigation. Parce que là, ça aurait été complexe. On va y revenir sur toutes ces questions-là. Merci pour cette première présentation. Bernard Salle, donc, je rappelle que vous êtes viticulteur dans l'Hérault avec un projet œnotouristique. Donc, comment ça s'est passé pour ce qui vous concerne? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelque peu donc, le contexte de cette opération foncière? Alors, à mon niveau, donc, effectivement, c'était la reprise d'un domaine, un domaine viticole qui avait été laissé pas mal à l'abandon depuis au moins une vingtaine d'années, puisque le propriétaire ne s'occupait que de la partie vigne et pas du tout des bâtiments. L'objectif était de reprendre ce domaine et d'en faire effectivement un domaine œnotouristique basé sur des salles d'événementiel, mettre des gîtes en place et mettre des locaux aussi à disposition pour de l'hébergement ponctuel. Notre problématique a été l'eau potable, puisqu'en fait, nous sommes sur un forage et nous sommes trop éloignés de la mairie pour que la mairie puisse nous amener l'eau potable. Donc, il a fallu travailler sur ce forage afin de le rendre potable. C'est paradoxal parce que ce matin, j'ai eu justement un appel de l'ARS qui me le confirmait et qu'aujourd'hui, on a fait valider notre forage par la préfecture. Donc, aujourd'hui, notre forage existe. Et grâce à cela, on va pouvoir attaquer, alors au moins valider les travaux. Entre-temps aussi, j'ai une autre problématique, mais qui échappe un peu du cadre, c'est qu'en fait, au moment où on a acheté et entre le moment où on a pu rentrer dans le domaine, il s'est écoulé 1 an et demi pratiquement. Et le PLU qui était local, où on était en zone agricole, où on avait des extensions possibles, des changements possibles et des changements de destination possibles sur les bâtiments, ben, tout ça, c'est devenu un petit peu désuet, puisqu'en fait, la mairie n'avait pas donné des étoiles, comme ils disent, sur le domaine, ce qui nous permettait de le faire progresser, de le faire évoluer. Donc là aussi, il y a une volonté du maire du Pucerier de nous accompagner là-dedans. Donc, ils sont en train de faire une révision du PLUI afin qu'on puisse développer le domaine comme on l'entend. Voilà. Oui, donc voilà. Les joies du Par contre aussi, voilà, j'ai M. Mercier qui est présent et qui m'a énormément aidé là-dessus et qui m'a permis de monter ce dossier. Alors, je pense maintenant il est expert dans la validation des forages et autres. Mais effectivement, grâce à son savoir et à son expertise, on a pu monter ce dossier à bien. Mais je pensais que ce serait plus rapide et ça a quand même pris 1 an et demi, je crois, M. Mercier. Je pense on va y revenir point par point de toute manière. Voilà où on en sort, mais aujourd'hui ça avance, ça suit son cours. Et aujourd'hui, effectivement, on a la validation maintenant de la préfecture à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir être plus près de la mairie afin de développer comme on l'entend. Merci pour cette première contextualisation. Lionel Mercier, donc attaché eau et travaux à la SAFER Occitanie. En quoi le statut de vendeur professionnel dont dispose la SAFER, j'ai envie de dire dont disposent les SAFER d'une manière générale, en quoi ce statut participe-t-il de la sécurisation des opérations foncières dont vous avez la charge? Oui, alors je ne sais pas si c'est le statut de vendeur professionnel qui participe à la sécurisation de nos opérations ou si c'est la volonté de sécuriser juridiquement nos opérations qui fait de nous des vendeurs professionnels. Mais dans tous les cas, sur ce sujet de l'eau, on est dans une situation particulière parce que le fait de vendre un bien avec un sujet sur l'eau n'impose pas forcément
de poser un diagnostic sur la situation réglementaire et technique des ouvrages. Quand vous vendez un bien avec des bâtiments, vous êtes obligé de faire tout un tas de diagnostics. Si pour les eaux usées, vous n'êtes pas raccordé au réseau public, vous êtes obligé de faire intervenir le service public d'assainissement non collectif pour poser un diagnostic. Par contre, sur l'eau, qu'elle soit potable ou agricole, le fait de vendre n'impose pas forcément de faire le point là-dessus. Alors, bien évidemment, dans le contexte d'une vente ou pas, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de choses, mais la vente ne rajoute rien. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, donc, c'est nous qui posons ce diagnostic pour informer au mieux les vendeurs et les acquéreurs de la situation réglementaire et technique de leurs ouvrages. Et à travers donc cette position de vendeur professionnel, est-ce que ça vous confère quand même, sur les opérations foncières dont vous avez la charge, une obligation d'information préalable à l'acquisition, histoire de ne pas découvrir des vices cachés ou des défauts de régularisation administrative? Est-ce que vous avez une obligation d'information des différentes parties prenantes concernant précisément d'éventuelles régularisations administratives? De toute façon, dans la logique de limiter au maximum les risques de recours et de conflits avec les personnes avec lesquelles on a travaillé, on s'y oblige et ça conforte ce statut de vendeur professionnel. C'est-à-dire apporter une information la plus complète possible à la fois au vendeur et à l'acquéreur, c'est effectivement, ça fait partie du travail, on va dire. Et là, on va rencontrer en fait tous les cas de figure. C'est-à-dire, on va avoir des vendeurs qui nous disent moi, je vends le bien à l'État, je veux rien faire de plus, y compris si on a mis en évidence le fait que les ouvrages n'étaient pas conformes, tant sur le plan réglementaire que technique. Et c'est le cas qu'on a eu avec M. Salle, où il a acheté le bien en l'état, on va dire, et en ayant à l'esprit qu'il devrait faire tout ce qu'il fallait pour que son forage, puisque là il s'agit d'eau potable, pour que son forage soit autorisé pour l'activité qu'il avait envisagée dans son projet. Et à l'autre bout, vous avez des vendeurs qui, eux, vont faire tout ce qu'il faut pour être dans le plus proche possible d'une régularité dans le temps imparti de la vente, parce que c'est vrai que certaines procédures, comme l'a rappelé M. Salle tout à l'heure, ont un timing qui est beaucoup plus large que celui d'une vente. Et ça, c'est le cas de M. Bouden, puisque toutes les investigations qui ont été menées pour régulariser la situation du plan d'eau de l'étang ont été engagées par les vendeurs. Et entre ces deux situations extrêmes, on a un peu tous les cas de figure. Mais chaque fois, avec le vendeur, c'est mettre en avant les atouts et les faiblesses de son bien. Et avec l'acquéreur, l'informer sur tout ce qu'il devra faire pour être vraiment aux normes par rapport au projet qu'il envisage. Patrice Bouden, je reviens vers vous à travers de ce que vient d'évoquer Lionel Mercier à l'instant. Donc quand vous faites faire les différentes visites pour vérifier la conformité du bien, vous vous rendez compte donc il y a cette réserve d'eau qui n'est pas déclarée sur la propriété. Ça aurait pu vous dissuader d'acheter s'il n'y avait pas eu peut-être la volonté du vendeur de s'engager à vos côtés dans la régularisation et dans la prise en charge des frais. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur le regard qui est le vôtre sur les conditions d'application de ces différentes obligations réglementaires? Parce que quand on écoute Bernard Salle ou qu'on vous écoute, on se dit on est confronté là à un millefeuille administratif et parfois même l'application de telle ou telle réglementation n'est pas la même suivant qu'on est en Ariège ou dans un autre département. Alors oui, en effet, moi j'avais beaucoup d'inquiétudes parce qu'au départ, ce que j'avais peur, c'est que on n'ait pas cette autorisation, parce qu'en fait la retenue d'eau s'est faite aux alentours 94-95, juste après la mise en application de la loi sur l'eau qui datait de 93. Donc moi au début ça a été une inquiétude, puisque je me suis dit si aujourd'hui ils me font vider le plan d'eau et il me faut remblayer le plan d'eau, c'était quand même un coût quand même assez important.
Bon, après, ce cas de figure a été quand même écarté, puisque lorsqu'on a rencontré la DDT, ils nous ont dit qu'il y avait toute une biodiversité qui s'était créée donc, autour de ce plan d'eau et que cette hypothèse, pour eux, ne serait pas acceptable. Ensuite, ce qui a été... moi, j'avais un peu de colère, puisque je sais que dans mes connaissances, certaines personnes, justement, dans d'autres départements, avec un simple CERFA, comme je l'ai indiqué au préalable, cela suffisait. Donc nous, moi, j'estime que la loi française, elle doit s'appliquer sur tout le territoire français et non pas en fonction des personnes qui sont dans l'administration. Donc au départ, il y a eu quand même une certaine colère parce que j'estime que lors de la deuxième visite donc, de la police de l'eau, il nous avait dit que c'était une simple démarche administrative et que ça serait vite réglé. Le dossier de mémoire, je crois qu'on a mis quasiment 2 ans à le rédiger, à le mettre en place, etc., et qu'il soit validé. Voilà. Donc ça a été beaucoup d'inquiétude, mais au départ, ça a été beaucoup de colère. Heureusement que la SAFER nous a bien accompagnés, parce que peut-être que je n'aurais pas fait l'acquisition de ce bien si on n'avait pas été aussi bien accompagné. Merci. Lionel Mercier, vous confirmez le propos, j'imagine, de Patrice Bouden quant à cette différence d'interprétation locale sur l'application donc, des différentes réglementations en fonction de l'interprétation des agents administratifs. Ça peut varier d'un département à l'autre pour des situations équivalentes? Oui, effectivement. Après, bon, comme nous avons intérêt à être en très bon terme avec toutes les entités qui instruisent ces dossiers, voilà, on s'adapte. Après, il y a quand même une tendance globalement au renforcement des précautions et effectivement, là, d'un département à l'autre, on peut avoir une appréciation un peu différente. En fait, dans tous les cas, la règle de base est la même partout, mais effectivement, on constate quelques différences d'application et on s'adapte de manière à arriver au bout, quels que soient les départements et les administrations avec lesquelles on travaille. Merci pour ces précisions. Bernard Salle, pour en terminer sur la présentation du contexte et des problématiques, je rappelle que vous aviez, outre le rachat de la propriété, un projet donc, de développement touristique. Et évidemment, donc, la régularisation du captage d'eau était essentielle pour que ce projet puisse arriver à bon terme. Quand votre vendeur vous informe que le captage d'eau n'est pas aux normes et qu'il n'entend pas préalablement à la vente régulariser la situation, j'imagine que c'est un moment de stress important parce que là, on se dit les investissements que j'ai déjà engagés sur la partie eau touristique pourraient être complètement remis en cause. Non, parce que j'étais bien au courant et je pense M. Mercier qui m'a accompagné dès le départ, parce que dès qu'on a eu la signature chez le notaire avec sa collaboratrice et qui m'a mis en relation avec M. Mercier, on savait qu'il fallait passer par cette case-là et que ça allait être assez long. J'ai essayé de l'écourter le délai, mais il a été incompressible. Donc là, non, ça n'a pas remis en question la vente. Non, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est effectivement les administrations. Effectivement, parce que nous, avant même le projet, avant même de passer chez le notaire, on était allé voir le maire, on avait présenté notre projet et il avait été accepté par la mairie. Et en fait, le fait que le PLU ait changé, le maire n'avait plus de pouvoir, en fait. Le maire a un pouvoir de validation, mais ce n'est pas lui qui comment dire, contrôle le bon fondé de la demande. Donc, c'est là qu'on a eu un petit coup d'arrêt, un coup de frein, mais leur bonne volonté est en train de se mettre en avant à nouveau. Mais c'est la longueur. Là, qui lui aussi a des problèmes, effectivement, c'est cette longueur administrative. Quand on fait des choses comme ça, on est impétueux, on veut un retour sur investissement le plus rapide possible. Et là, quand on se heurte à de la longueur administrative, là, on prend 1 année, 2 années, 3 années, enfin. C'est choquant. J'ai parié même avec le maire que j'aurais l'eau potable avant même qu'il ait révisé le PLU et j'ai gagné 100 fois, puisque nous, on y est arrivé, puis pas encore. Quoi. Donc, difficultés liées au millefeuille administratif et aux délais administratifs eux-mêmes, la principale difficulté de ce côté-là. Quoi. J'en ai eu parlé à M. Mercier en off un peu, mais effectivement, il faudrait un accompagnant. Alors, l'accompagnement, il est bien, mais il faut effectivement regarder un petit peu tous les critères.
Donc, effectivement, nous, on avait regardé le SPANC. Effectivement, moi, j'ai le SPANC. Je savais que je n'étais pas conforme. Il a fallu faire une station d'épuration, mais on le savait. L'eau, on le savait. Mais effectivement, découvrir que nous, on a des terrains. Alors, entre le moment où j'ai acheté et maintenant où je veux faire des choses, je me rends compte qu'ils m'ont classé des zones en boisées. Et ça, je ne le savais pas. Donc, c'est des petites choses comme ça que je découvre et qui sont pénalisantes et qui demandent toujours d'aller chercher le bon fondé, d'aller chercher la modification pour faire évoluer, quoi. Je me rends compte, par moment, alors je ne sais pas si ça plaira à tout le monde ou pas, mais des fois, on a l'impression de ne pas être chez nous, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est un petit peu compliqué. Merci pour ces précisions. Lionel Mercier, donc attaché régional eau et travaux, la SAFER Occitanie. Alors, on l'a vu donc, à travers ces deux exemples, qu'il s'agisse d'eau à usage agricole ou de prélèvement d'eau potable à des fins professionnelles. L'usage de l'eau donc, est soumis à moult autorisations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, Lionel, ce que sont les principales réglementations à prendre en compte en la matière? Alors, brièvement, ça peut être un peu compliqué. Je peux faire 3 quarts d'heure sur le sujet, mais ce n'est pas le but. Je vais quand même essayer. Donc, si on commence par l'eau agricole, déjà, si on parle d'ouvrages existants, donc sur l'eau agricole, on va être plutôt sur des aspects quantitatifs, donc qui sont régis par le Code de l'environnement. Donc, déjà, sur les ouvrages qui vont servir à faire ce prélèvement, si on est par exemple sur des forages ou des captages, la première chose, c'est de déclarer l'ouvrage à la DDT, ou des DTM si on est sur le littoral. Parce que généralement, on va être sur des prélèvements qui sont au-delà du prélèvement domestique de 1000 m3 par an. Donc, dans ces cas-là, c'est la DDT qui est l'interlocuteur. Et puis, sur la partie prélèvement, alors là, on rentre dans les spécificités territoriales. Et en Occitanie, par exemple, donc sur Occitanie Est, c'est également la DDT et des DTM qui gèrent cette partie prélèvement. Par contre, en Occitanie Ouest, on est plutôt sur une gestion par ce qu'on appelle des organismes uniques de gestion collective, les OUGC. Et donc là, par rapport aux critères, si c'est des eaux souterraines ou des eaux superficielles, il va y avoir tout un tas de paramètres qui vont définir le régime réglementaire des forages, c'est-à-dire déclaration ou autorisation. Donc, notamment, si on est sur des eaux souterraines, ça va être la quantité qui est prélevée chaque année. Et puis sur les retenues d'eau ou les lacs, alors M. Boudin a parlé tout à l'heure de la date de 1993. Et effectivement, à partir de 1993, les formalités ont été un peu plus strictes. Et là, pareil, c'est des critères, que ce soit la surface de miroir, donc la surface de la retenue, ou encore si elle est fermée par un barrage, la hauteur du barrage ou de la digue ou le volume stocké, qui vont définir le régime réglementaire de l'ouvrage de retenue. Si on est sur de la création d'ouvrage, à tout ça va se rajouter tout l'impact du projet au moment des travaux et en fonctionnement sur l'environnement. On peut avoir un impact sur des zones humides. Si on est en Natura 2000, on va avoir tout un tas de choses à respecter. Ou encore, si on est sur des zones qui sont vierges, il va falloir regarder les atteintes à la biodiversité. Maintenant, sur l'eau potable, sachant que donc on est bien dans le cas où le bien n'est pas raccordé au réseau public et où donc le forage privé ou le captage privé va être utilisé pour faire soit de l'accueil du public, c'est-à-dire des gîtes ou des chambres d'hôtes, ou de la transformation, on n'en a pas parlé. Monsieur Salle ne vinifie pas sur le domaine, mais quand vous vinifiez sur le domaine, vous devez aussi utiliser un forage qui est dans les normes. Si vous faites des fromages, du lait, du miel, enfin même voilà. Donc dans ce cas-là, il faut une certaine procédure. Et là, au-delà des aspects quantitatifs qui vont être plus légers, parce qu'on va être souvent sur des prélèvements inférieurs à 1000 m3 par an. Donc là, la déclaration se fait en mairie pour la partie quantitative. Mais là, sur ce sujet-là, c'est surtout la partie qualitative qui va entrer en jeu, et notamment le Code de la santé publique, et qui est géré par l'Agence régionale de santé. Et c'est ce que M. Salle disait tout à l'heure, où là, il faut une autorisation préfectorale pour pouvoir utiliser le forage pour de l'accueil du public ou de la transformation. Merci pour ces précisions. Nos deux témoins
l'ont évoqué, donc la SAFER Occitanie propose donc un accompagnement que l'on pourrait qualifier de sur-mesure, parce que si je comprends bien les situations, à chaque fois, c'est au cas par cas finalement, en fonction donc, des projets et des territoires. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que sont les principales étapes de cet accompagnement? Alors effectivement, le fait d'informer, ça je pense que c'est commun à toutes les affaires, l'accompagnement jusqu'à l'obtention de toutes les autorisations et éventuellement l'accompagnement dans les travaux est une spécificité donc en SAFER Occitanie. Donc la première étape, c'est de poser le bon diagnostic et de définir tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, donc moi ce que je propose effectivement, c'est de réaliser les formalités réglementaires, donc montage des dossiers, que ce soit autorisation quand on est sur l'eau potable, ou plus généralement déclaration quand on est sur de l'eau agricole, et puis accompagner dans les travaux. Alors, sur ces deux sujets, il y a à la fois des choses que je peux faire en direct, mais aussi la possibilité d'être accompagné par des spécialistes, que ce soit des hydrogéologues conseils ou des entreprises de traitement d'eau, quand on parle d'eau potable, ou d'équipement de forage. Et là, dans ce cas-là, on joue plus un rôle d'assistant à maître d'ouvrage jusqu'à l'obtention des sésames, on va dire, que sont soit les récépissés de déclaration, soit les autorisations préfectorales. Et s'agissant des prestations qui sont assurées directement par la SAFER Occitanie, alors j'imagine bien que quand vous faites appel à des prestataires, que vous mobilisez des prestataires extérieurs, il y aura le coût de leurs prestations et à voir qui le prend en charge. Est-ce que c'est le vendeur? Est-ce que c'est l'acquéreur? Mais pour ce qui vous concerne, le coût de vos prestations sont inclus dans l'opération foncière ou c'est des prestations qui viennent en plus et qui sont facturées aux intéressés? Il y a tous les cas de figure, je dirais. Quand on est vraiment à l'origine du dossier, généralement, ça fait partie de la prestation globale SAFER. Dans certains cas, c'est intégralement une prestation. Et dans d'autres cas, c'est une prestation qui est facturée, une prestation allégée qui est facturée. Donc, on a un peu tous les cas de figure. En termes de délai, donc sur cet accompagnement, Bernard Salle comme Patrice Boudin ont mentionné des délais. Là aussi, ça doit, j'imagine, varier en fonction de la complexité du dossier, aux complexités administratives. Sur quel délai faut-il tabler quand même, délai moyen pour une procédure de régularisation? Alors, pour la partie eau agricole, effectivement, c'est très variable, suivant qu'on est en déclaration, en autorisation. Donc, c'est difficile de vous donner un délai. En revanche, sur la partie eau potable et autorisation au titre du Code de la santé publique, on observe des délais de 12 à 18 mois. De mémoire, avec M. Salle, on a commencé à travailler fin 2022. Et il vient de vous dire qu'il avait eu l'info ce matin, comme quoi on était bon sur l'autorisation. Donc, on doit être à 15 ou 16 mois chez M. Salle et on ne descend pas en dessous de 12 mois. Donc, on voit bien qu'on est au-delà du timing d'une vente, sauf complications particulières. Ce qu'on essaie quand même, ça peut être possible avec M. Salle, puisqu'on a tout démarré après, c'est de pouvoir, au moment de la signature de l'acte, au moins sur le plan technique, pouvoir garantir qu'on ira au bout et que le temps restant sera que du temps administratif, on va dire, parce que pour les agences régionales de santé notamment, ils ont à gérer également tous les captages publics. Donc l'instruction des dossiers sur les captages privés passe pas forcément en priorité, suivant les départements, là encore. Ouais. Et pendant ce laps de temps intermédiaire, finalement, où il y a le démarrage de la demande d'autorisation ou de la déclaration, est-ce que ça bloque toute initiative en matière d'investissement? Je pense à Bernard Salle sur son projet œnotouristique. Ou est-ce que dans ce délai-là intermédiaire, en attendant la réponse définitive, les investissements peuvent quand même être réalisés, les travaux engagés? Et avec quel risque, finalement, si au bout du bout, c'est un refus de la part de l'administration? Oui, Bernard Salle. Normalement,
il n'y a pas de risque. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que pour toute demande de modification ou de permis ou de construction, il fallait que j'ai l'eau potable. Et ça, effectivement, ce n'était pas clairement dit au départ. C'est-à-dire que je ne pouvais faire aucune demande si elle n'était pas assortie d'une attestation de certificat comme j'ai aujourd'hui, d'avoir une eau potable pour pouvoir mener à bien mes projets. Et ça, effectivement, ce n'était pas clairement dit au départ. Donc là-dessus, j'aurais pu être bloqué. Mais aujourd'hui, plus mon PLU qui a été modifié et qui n'était pas propice, ça, c'est beaucoup plus bloquant maintenant que l'eau. Mais sinon, l'eau aurait pu être le problème principal au départ, quoi. Et vous l'avez expliqué. Le vendeur, lui, ne l'avait pas mis en avant. Le problème, c'est qu'au moment où on vend, au moment où on achète et au moment où nous, on se positionne pour un projet, effectivement, le vendeur, lui, il veut que vendre. Il ne s'associe pas au projet qui va venir après en finalité. Donc, il n'a pas du tout les mêmes besoins que l'acheteur. Donc, effectivement, l'eau potable, moi, j'avais une eau qui était potable pour l'habitant, mais qui ne l'est pas pour la proposer à des gens de passage. Donc, oui. C'est là l'ambiguïté du dossier. Ouais, un mot, Bernard Salle, peut-être de la nature des travaux que vous avez été amené à réaliser pour obtenir l'autorisation de ce prélèvement d'eau sur captage. Et nous dire peut-être, ça vous a coûté combien cette opération finalement? Et est-ce que le vendeur a participé ou pas au financement? Le vendeur n'a pas participé parce qu'il n'était pas dans le projet. Lui, il vendait un domaine avec des terres agricoles. Donc, et lui, il travaillait que les terres agricoles. Donc, la partie domaine, extension du domaine ne faisait pas partie, comment dire, de ses objectifs personnels. Aujourd'hui, nous, pour acquérir l'eau potable, en gros, et encore, on a eu quand même un hydrogéologue qui a tenu compte du passif, de tout ce qu'on a pu produire comme pièce, qui a été correct, qui n'est pas allé au bout de la démarche, hein, monsieur Mercier, on peut dire cela. Et entre le moment où on met en place la première analyse d'adduction et où on fait les travaux et autres, je pense que le projet, en gros, il est autour de 15 000 € pour avoir de l'eau potable. Et je pense qu'on est dans une fourchette basse par rapport au coût que ça aurait pu être si on avait dû aller jusqu'au bout des choses, si on avait fait contrôler le forage en débit et autres, comme ça peut être demandé par la législation. Donc, voilà. Et moi, pourquoi j'avais besoin de l'eau? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je veux accueillir des touristes. Donc, on a un extérieur où on peut recevoir des gens et on peut recevoir jusqu'à 100 personnes. Donc, il faut pouvoir leur donner de l'eau potable. On avait des ramonettages qu'on a réhabilités où on loue à des personnes et on a des chambres dans la maison de maître. On a fait des chambres d'accueil qui n'étaient pas soumises à permis puisqu'on a fait que aménager de l'existant. Mais comme on le donne à du public, on est obligé d'avoir l'eau potable pour pouvoir les recevoir. Donc voilà pourquoi. Donc, ça ne m'a pas bloqué dans l'évolution première de mon dossier, mais aujourd'hui, ça aurait été bloquant parce que maintenant, j'ai des changements de destination à faire, j'ai un gîte à créer. Et là, effectivement, si au moment où je vais demander mes demandes d'autorisation à la mairie, je n'ai pas, maintenant je l'ai, mais si je n'avais pas cette validation de mon forage, là, je serais bloqué. À retard d'autant. Patrice Bouden, merci Bernard Salle. Patrice Bouden, donc agriculteur en Ariège. Alors vous l'avez précisé tout à l'heure, donc vous disposez donc aujourd'hui sur votre exploitation d'une réserve d'eau sécurisée, dont l'existence a maintenant été régularisée, mais qui ne peut être mobilisée que pour le seul abreuvement, donc si j'ai bien compris, de vos animaux. Quels sont les obstacles qui demeurent à un usage qui vous permettrait de sécuriser également vos cultures? Parce que cette réserve d'eau, elle existe, elle a été sécurisée, elle est reconnue donc par l'administration. Qu'est-ce qui bloque finalement? Parce que je me dis, il y a quand même cette réserve d'eau avec le réchauffement climatique. C'est quand même une sécurité supplémentaire que de pouvoir disposer d'une réserve d'eau pour ces cultures. Et vous êtes également producteur de cultures et de fourrage. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Alors, ça va être difficile pour moi de répondre puisque lorsqu'on avait rencontré donc, la DDT, il était clair que pour eux, cette réserve d'eau, je ne pouvais pas la déclarer en réserve à usage d'irrigation. Donc, aujourd'hui, je ne me suis pas posé la question quant à cette réserve, d'autant plus que moi, je suis quand même en zone de coteaux. Et donc, c'est vrai que l'irrigation, c'est quand même assez compliqué dans cette zone-là. Ça reste, c'est une retenue collinaire, de toute manière, ni plus ni moins. Oui. Avec aussi un bon volume, donc elle pourrait être utilisée à des fins d'irrigation.
Lionel Mercier, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaît l'existence d'une réserve d'eau pour pouvoir abreuver les animaux, et cette même réserve d'eau n'existe pas finalement pour l'usage agricole En fait, on est sur la catégorie des réserves d'eau les plus sensibles pour la DDT en l'occurrence. Pourquoi? Parce que c'est des anciennes, des anciennes retenues qui ont été faites sur un cours d'eau. Et donc en lien direct avec un cours d'eau. Et ce sont effectivement les plus sensibles. Aujourd'hui, cet étang serait alimenté uniquement par les eaux de ruissellement et pas en lien avec un cours d'eau. M. Bouden pourrait l'utiliser pour autre chose que pour de l'abreuvement. Là, il y a toutes les notions de débit réservé liées à l'écoulement du cours d'eau qui font que la DDT a préféré demander à M. Bouden de ne pas l'utiliser pour autre chose que pour de l'abreuvement. C'est vraiment lié à son lien plus que direct avec un cours d'eau. D'accord. Donc, des réglementations. Oui, pardon. Je tiens à rappeler que, si vous vous souvenez bien, le cours d'eau a été déclaré juste quand on a commencé à vouloir instruire le dossier. Au départ, c'était pas classé en cours d'eau. Bon. Ça reste un exercice difficile alors que de faire reconnaître une réserve d'eau à des fins agricoles. Patrice Bouden, je reviens vers vous parce que quand on a échangé en préparation de ce webinaire, vous m'avez dit au départ, je ne connaissais pas forcément bien la SAFER et les services qu'elle pouvait m'apporter. Je n'avais pas une image négative ni positive de la SAFER. En quoi votre image de la SAFER a-t-elle évolué suite à cette collaboration ? Mais c'est simple. Aujourd'hui, cette vente, elle a pu avoir lieu grâce à la SAFER. Parce que si la SAFER ne nous avait pas mené leur aide donc, dans l'instruction de ce dossier, je ne sais pas si on serait allé au bout de la vente. Donc aujourd'hui, la SAFER a été d'un apport technique, notamment donc, dans l'instruction de ce dossier. Moi, je pense que j'aurais lâché. Parce que devant la complexité de ce dossier, je ne sais pas si je serais allé au bout de la vente. Donc la SAFER, aujourd'hui, oui, j'ai un avis, une opinion très positive, puisque aujourd'hui, ils nous ont aidés. Alors, contrairement à ce qui s'est dit tout à l'heure, nous, ça ne nous a pas coûté énormément d'argent, puisque on a pris les frais de géomètre, donc c'est la propriétaire qui les a pris à sa charge. Moi, j'ai pris l'étude environnementale et tout le reste, donc c'est M. Mercier donc, qui a fait le boulot, on va dire. Donc aujourd'hui, oui, la SAFER dans cette vente-là a été d'un grand apport. Voilà. On pourrait dire que la SAFER gagne à être... Une très bonne image de la SAFER. On pourrait dire que la SAFER gagne à être connue finalement. Mais bien sûr, ça fait partie des aspects. Soit on voit la SAFER que lorsqu'on fait un achat que ça nous coûte de l'argent. Aujourd'hui, la SAFER, ils ont répondu pleinement justement à l'achat de cette propriété. Et elle l'a rendu possible. Bernard Salle, merci Patrice Bouden. Bernard Salle, votre point de vue sur cette collaboration, sur l'efficacité du service apporté par la SAFER et Lionel Mercier? Bon, pour ma part, donc, en amont, déjà, l'achat du domaine se fait au travers de la SAFER, donc, parce que c'est la SAFER qui m'a accompagné, et puis tout au long de la phase où on est allé questionner les banques et commencer à travailler, donc là, j'ai été accompagné. Et après, sur l'eau, le dossier avec M. Mercier, et bien sûr, il a été mené parfaitement parce qu'il a une maîtrise absolue de ce domaine-là. Et bon, et c'est pas fini, il m'a proposé même un accompagnement en suivant dans le futur, puisque effectivement, aujourd'hui, bon, on est arrivé, mais il faut remplir les engagements qu'on a donnés à l'ARS. Et là-dessus, il m'accompagne, il a toujours été présent, il a toujours répondu quand il a fallu, quand il y avait des questions, et c'est lui qui a monté le dossier. Alors, je ne veux pas dire, j'aurais fait le projet tout de même, mais ce projet-là, il n'aurait pas été mené aussi bien s'il n'avait pas été là, quoi. Merci de vos témoignages. Lionel Mercier, pardon, donc on arrive au terme de ce webinaire. Après, on va prendre quelques questions. Si on devait retenir un point en particulier sur ce type d'opération, d'acquisition ou de transmission de biens avec un enjeu lié à l'eau, ça serait quoi? C'est le mot-clé anticipation peut-être qu'il faudrait mettre en avant?
Dans tous les cas, ouais, l'anticipation par le fait de surtout poser le bon diagnostic, même si les vendeurs sont de bonne foi quand ils vous disent que leurs ouvrages sont régularisés, il faut toujours voir sur quel document ils s'appuient, parce que bon, une déclaration d'un ouvrage en mairie est une première étape, mais généralement ne suffit pas. Voilà, c'est poser le bon diagnostic pour pouvoir après définir tout ce qui reste à faire et donner la bonne information. Merci en tout cas à tous les trois donc, pour vos propos. Alors, on a quelques questions. Je vois qu'on a eu quelques difficultés techniques pour la connexion, mais il y aura du replay de toute manière, donc vous pourrez quand même prendre connaissance de ce webinaire. Quelques questions, peut-être à Lionel Mercier. Est-ce que toutes les réserves d'eau doivent-elles faire l'objet d'une déclaration, quelle que soit leur surface? Est-ce qu'il y a une surface est-ce qu'il pourrait y avoir une surface planchée en la matière? Effectivement, c'est pas très grand, hein, c'est 1000 mètres carrés. En deçà de 1000 mètres carrés, il n'y a pas de formalité à réaliser. Après, moi, je conseille toujours d'informer la DDT ou la DDTM s'ils n'ont absolument pas connaissance de la retenue, y compris si c'est moins de 1000 mètres carrés, de manière à ce que voilà, ça crée un lien. Voilà. Mais effectivement, en dessous de 1000 mètres carrés, il n'y a pas de formalité à prévoir sur cette rubrique-là et sur des ouvrages existants. Et sachant que la réserve d'eau, c'est un ouvrage de stockage, mais en dehors des cas où elle n'est alimentée que par le ruissellement, auquel cas ce que je viens de dire suffit, dans la mesure où elle est remplie par un forage, par une prise d'eau ou par quoi que ce soit d'autre, là, il y a tout cet aspect-là aussi qui doit être pris en compte, et c'est souvent celui-là qui peut poser problème, notamment quand on prélève dans un cours d'eau. Merci pour cette réponse. Alors, on a une question qui doit venir d'un éleveur qui nous dit un forage était prévu mais n'a pas donné d'eau. L'élevage existe avec fonctionnement d'apport d'eau en cuve. La mairie peut-elle continuer de refuser l'alimentation en eau potable avec une ouverture de compteur? En fait, ouais, les communes, ou les collectivités gestionnaires de l'eau ont la possibilité de ne pas. C'est pas une obligation de desservir des bâtiments avec l'eau potable. Alors certaines communes font ce qu'on appelle un schéma directeur, ou un schéma de distribution d'eau potable, qui est un zonage un peu comme le zonage d'assainissement, sauf qu'il n'est pas soumis à enquête publique, donc il a une valeur moins forte. Mais une commune n'a pas obligation. Alors après, forcément, l'idée, c'est de discuter avec eux, sachant que même si la commune décide de raccorder ce bien-là, dès qu'on sort d'une distance de quelques mètres, tout est à la charge du demandeur. Donc, ça peut vite être rédhibitoire. Oui. Autre question, alors je ne sais pas si elle est parfaitement bien formulée, mais est-ce que tous les prélèvements dans les cours d'eau doivent-ils faire l'objet d'une déclaration? Là, c'est pareil, il y a des seuils. En revanche, si vous êtes sur des prélèvements en cours d'eau, il faut vraiment s'en préoccuper. Alors, c'est un peu compliqué, mais pour ne pas avoir à déclarer un prélèvement dans un cours d'eau, il faut être à moins de 2% de prélèvement du débit d'étiage du cours d'eau. Et malheureusement, dès que vous allez être sur des petits cours d'eau un petit peu perdus, on n'a aucune donnée sur les débits d'étiage. Et parfois, donc, les calculs théoriques sont plutôt vont pas dans le sens du prélèvement. Et on peut se retrouver avec des blocages. Il y a des histoires de débit réservé, c'est-à-dire qu'il y a un débit minimum qui doit être laissé à la nature, on va dire. Donc, sur les prélèvements en cours d'eau, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est les premiers à être touchés par le changement climatique. Donc, ça peut être très compliqué. Mais à moins de 2% du débit d'étiage du cours d'eau, normalement, pas de formalité. Bien. Écoutez, merci pour cette dernière réponse. Patrice Bouden, Bernard Salle, merci pour vos témoignages. Ils sont très enrichissants. Lionel Mercier, merci beaucoup aussi pour votre éclairage technique et vos conseils. Merci à tous donc, de votre forte participation. Encore 203 inscrits aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Vous pourrez retrouver donc dès demain le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie.
Si vous en avez le temps, restez encore quelques minutes en ligne pour répondre donc à notre questionnaire de satisfaction. Pour le prochain Parlons Foncier, le direct, je vous donne rendez-vous donc au mois de juin, donc je crois que c'est le 27 juin, pour parler forêt donc en Occitanie. Et puis donc je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 15 octobre prochain pour l'événement organisé donc par la SAFER Occitanie intitulé Partageons la Terre, un événement qui réunira donc à Toulouse plusieurs centaines d'entrepreneurs du monde agricole et des jeunes qui se destinent à l'agriculture, à la fois pour les sensibiliser sur l'importance de l'attribution du foncier agricole, cette ressource vitale donc pour notre souveraineté alimentaire et la préservation de notre territoire, et puis aussi pour leur faire découvrir ce qu'est la démocratie foncière telle qu'elle se vit au quotidien dans nos comités techniques départementaux. Sur ce, donc, je vous souhaite une belle journée et merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Il est 14h16. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.